précédent dossier qu'on a ouvert, souvenez-vous, c'était de la part des copains de Richard Matheson, 1959. Une histoire d'amitié qui tourne au cauchemar et vient frapper à la porte d'une vie rangée. On y parlait de la peur domestique, de celle qui se glisse sans faire de bruit derrière les murs. Aujourd'hui, on descend d'un étage, on passe sous la dalle. Texas, années 50. Une petite ville bien repassée, sourires à la craie et poignées de main qui sentent la naphtaline. Lou Ford, adjoint du shérif, y tient la porte, dit « Bonjour, merci, avec plaisir. » Rien à signaler, à l'œil nu. Jim Thompson, en 1952, publie « The Killer Inside Me ». Chez lui, le noir n'est pas une couleur, c'est une température interne. Il ne s'agit ni d'énigmes ni de course-poursuite, plutôt d'un huis clos mental, raconté à la première personne, collé au souffle d'un homme qui se dit atteint d'une maladie. Le monstre ne rugit pas, il explique calmement. C'est pire, si dans nos épisodes passés, côté roman et côté cinéma dans Bobard, sur Bobine, on a croisé des ténèbres stylées, ici la nuit, a le visage du voisin. Alors, on ouvre le dossier, on ferme à clé et on écoute ce que le silence a à raconter. Central City, Texas. Une ville qui se croit tranquille parce qu'elle s'entend bâiller. Des maisons en bois repeintes chaque printemps, des trottoirs balayés à la main et des gens qui se saluent, plus par habitude que par politesse. Le dimanche, on cause baseball et bénédiction. Le reste de la semaine, on étouffe sous le soleil. Ici, le crime, on le range dans la colonne des ragots. Une bagarre au bar, un vol de bétail, parfois un mari qui rentre trop tard. Rien qui mérite qu'on hausse le ton. Et pourtant, le diable a son bureau en centre-ville. C'est le poste du shérif. Derrière la vitre poussiéreuse, il y a un type qui dit toujours « oui, monsieur » et « non, madame ». Lou Ford, adjoint modèle, visage lisse, regard clair, sourire de croque-mort, en vacances. L'homme qu'on salue avec confiance parce qu'il ne parle jamais trop fort et qu'il rend service. Sauf qu'à force d'être irréprochable, on finit par disparaître. Et Lou, lui, a déjà disparu. Il ne reste qu'un costume bien repassé autour d'une fêlure invisible. Thompson ne nous le montre pas de l'extérieur. Il ne nous met pas sur la trace d'un flic ou d'un journaliste. Il nous colle dans sa tête. Pas de contre-champ, pas de témoin. C'est la voix de Lou qui déroule la pellicule. Une voix qui raconte sans trembler, qui explique sans s'excuser. Elle parle à la première personne, comme un carnet de bord d'un homme qui se croit raisonnable. Et c'est là que commence l'inconfort. Ce n'est pas un fou qui délire, c'est un citoyen modèle qui justifie sa folie. Le roman démarre comme une simple routine, le café du matin, les saluts, les papiers à classer. Une Amérique proprette, repeinte à la moraline, persuadée que la vertu s'achète en mensualité. Mais sous la surface, ça fermente. La guerre est passée, mais les hommes sont restés cabossés. Les femmes, elles, ont appris à vivre seules pendant que leurs maris jouaient aux héros. Et maintenant, on leur demande de sourire derrière un tablier. C'est dans cette tension-là que Thompson plante son décor. Un pays qui veut croire aux rêves, alors qu'il sent déjà la moisissure. Il n'écrit pas du polar d'énigmes, pas de détective en impair à la Bogart. Il écrit du noir psychologique. Pas de coupables à démasquer, mais des consciences à décortiquer. Le vrai suspense, c'est combien de temps un homme apparemment normal peut-il contenir la bête qui gigote dans ses tripes? Lou Ford n'a pas d'explosion, pas de crise, juste des vides, des silences où l'on entend battre un cœur trop régulier pour être honnête. Il observe la ville comme on feuillette un manuel de procédure. Tout est en ordre, jusqu'à ce qu'une phrase, un regard, un souvenir fêle la surface. Et dans cette fissure, il y a la maladie, celle dont il parle à demi-mot. Pas un virus, non, une habitude, une pulsion mal domptée, un reste d'enfance où la honte a remplacé la tendresse. Il l'appelle « My Sickness », avec un détachement d'expert, comme un médecin qui commande sa propre autopsie. Thompson sait ce qu'il fait. Il écrit en phrases brèves, économe, comme des diagnostics.
Pas de métaphore, pas d'émotion gratuite. Tout ce qu'il faut pour qu'on entende le bourdonnement derrière les mots. La lumière est blanche, le décor ordinaire, un bureau, un trottoir, un bar. Mais l'ombre, elle, est intérieure. C'est elle qu'on suit, qu'on piste, qu'on sent s'épaissir chapitre après chapitre. Repérez-la bien, cette voix. Elle ne crie jamais. Elle résonne poliment, comme un comptable du mal. Et c'est là que le roman vous attrape. Le diable, ici, ne se cache pas dans les ténèbres. Il parle doucement à la lumière. Pas de crocs, pas de sang dans la bouche. Juste la logique tranquille d'un homme persuadé qu'il a raison. Central City, c'est la vitrine. Lou Ford, c'est le vendeur. Et derrière le comptoir, il y a le trou noir de la conscience. Repérage terminé. Le décor est planté, une ville sans histoire, un homme trop poli et un démon qui prend des notes. Dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de poursuite haletante, pas de détective à la recherche d'un coupable. Non, la filature, ici, c'est dans la tête qu'elle se joue. Et le type qu'on suit, c'est celui qui nous parle, celui qui prétend nous dire la vérité pendant qu'il la maquille sous chaque mot. Lou Ford, adjoint du shérif, c'est un professionnel du masque. Dans son uniforme, il a l'air d'un boy scout adulte, un type serviable, un peu niais, qu'on félicite au banquet de la ville pour service rendu. Mais il faut se méfier des braves gens. Ils ont souvent des caves plus grandes que leur salon. Tout commence par une femme, forcément. Toujours une femme dans ces affaires-là. Joyce Lakeland. Une beauté d'occasion, pas du genre à se faire passer la bague au doigt. Elle vit seule à la lisière de la ville, un peu à l'écart, comme une mauvaise conscience qu'on garde hors du lotissement. Les hommes la regardent en cachette, les femmes changent de trottoir. Lou, lui, ne change rien du tout. Il passe, il entre, et le piège se referme dans un silence plus troublant qu'une dispute. Entre eux, c'est une tempête contenue. Pas un amour, pas une passion, une attirance qu'on sent vénéneuse dès le premier mot. Joyce, c'est le genre de femme qui sent quand un homme n'est pas entier. Elle voit la fissure et, au lieu de la fuir, elle y glisse un doigt. Lou, lui, se croit maître de la situation. Il confond le contrôle avec l'équilibre, ce qui est la première erreur d'un homme dangereux. Et puis, à l'autre bout de la ville, il y a Amy Stanton, la fiancée modèle, la blonde qu'on invite au pique-nique et qu'on imagine déjà en mère de famille. Entre Amy et Joyce, il y a tout le roman. 2 pôles, 2 images de la femme, 2 miroirs dans lesquels Lou ne voit que lui-même. Avec Amy, il joue à la tendresse. Avec Joyce, il joue à se reconnaître. 2 rôles, un seul acteur. Et quand on joue trop bien, on finit par oublier qui on est. Thompson, lui, nous promène dans cette schizophrénie comme un guide touristique du néant. Chaque scène est ordinaire. Un café, une conversation, un sourire. Mais sous les mots, il y a un battement irrégulier, celui de la violence qui se prépare. L'auteur ne montre pas l'explosion. Il la fait respirer avant qu'elle n'arrive. On sent la tension sans qu'elle s'écrive. C'est dans le ton, dans les phrases qui s'allongent, puis se coupent net. Dans les silences entre 2 répliques, Lou Ford a cette manie de l'ordre qui tourne à l'obsession. Il veut que les choses soient à leur place, que chacun reste dans son rôle. Et quand la réalité ne suit pas son plan, il la corrige. Pas de colère, pas de cri, juste une mise au point froide, méthodique, logique. Il appelle ça « réparer les choses ». Et à ce stade du roman, on ne sait pas encore ce qu'il entend exactement par là, mais on commence à le sentir. Ce qui est fascinant chez Thompson, c'est sa manière de nous enfermer dans la complicité. On ne lit pas le livre, on l'écoute, et plus Lou Ford parle, plus on s'installe à côté de lui, presque à l'aimer pour sa lucidité maladive. On sait qu'il ment, on sait qu'il déraille, mais sa logique est tellement claire qu'elle hypnotise. C'est là le génie du bouquin, transformer le lecteur en témoin consentant. On suit les pensées d'un tueur avec le calme d'un prêtre qui écoute une confession. Le roman avance comme un serpent, pas de rebondissements tonitruants, pas de grandes révélations, juste une succession de petites déviations, un mot de travers, une main qui tremble, un souvenir d'enfance qui remonte sans prévenir.
À chaque page, Thompson resserre le cadre millimètre par millimètre, jusqu'à ce que l'air manque. Et quand on s'en rend compte, on est déjà dans la nasse. Ce que Lou ne dit pas pèse plus lourd que tout le reste. Cette maladie dont il parle, cette vieille chose, tapie dans les coins de son cerveau. C'est elle qui mène la danse. Une voix dans la voix. Une seconde personne à l'intérieur du « je ». Il croit la dompter, mais c'est elle qui tient les rênes. Et plus il veut paraître normal, plus la fissure s'élargit. Les voisins continuent de le saluer. Le shérif continue de lui taper sur l'épaule. Mais derrière la vitre du bureau, Lou Ford n'est déjà plus tout à fait là. Il flotte entre deux mondes, celui des apparences et celui qu'il construit dans sa tête pour donner un sens à ce qu'il fait. Et c'est ce glissement-là, lent, presque imperceptible, que Thompson orchestre avec un sadisme feutré, filature terminée, pas de poursuite, pas de témoin, pas de sirène, juste la lente dérive d'un homme qui croit garder le cap alors qu'il a déjà largué la raison. On ne sait pas encore où il va, mais on sent qu'il y arrivera sans se presser. Il y a des interrogatoires, où l'on cherche la vérité, et d'autres où on la redoute. Celui-ci appartient à la seconde catégorie, parce que face à Lou Ford, il n'y a pas grand-chose à gratter. Il dit tout, mais à sa manière, pas d'éclat, pas de sanglots. Il parle comme un médecin légiste qui commande sa propre autopsie. Dans le roman, toute la vérité sort de sa bouche, mais c'est une vérité biaisée, inversée, comme un miroir fêlé. On ne sait jamais ce qui relève de l'aveu, de la justification ou de la mise en scène. Lou parle à la première personne, et cette première personne, c'est un piège. Il ne ment pas vraiment. Il sélectionne ce qu'il dit comme un procureur qui plaide sa cause devant un jury invisible. Et le lecteur, sans s'en rendre compte, devient ce jury ou pire. Le confident Thompson lui a compris une chose essentielle. Le monstre n'a pas besoin de crier pour être effrayant. Il suffit qu'il argumente. Lou Ford, c'est la logique en uniforme, la raison au service du chaos. Il ne tue pas par plaisir ni par impulsion, mais parce que ça fait sens dans son monde à lui. Il se décrit comme un homme malade, mais jamais irresponsable. Sa folie n'a rien de spectaculaire. C'est une déraison lucide, la plus dangereuse de toutes. Chaque phrase qu'il prononce est un acte de manipulation. Pas envers les autres, non envers lui-même. Il se persuade qu'il contrôle son propre mal. Il le décrit comme une force neutre, un réflexe, quelque chose qu'il subit, tout en croyant le diriger. Cette ambiguïté, c'est le cœur du roman, la rationalisation du mal. Un homme qui sait ce qu'il fait, mais qui choisit de ne pas en tirer les conclusions. Un esprit qui se ment en toute conscience. Ce n'est pas un hasard si Thompson écrit à la première personne. C'est le seul moyen d'empêcher le lecteur de se protéger. Pas de distance, pas d'enquêteur extérieur pour remettre de l'ordre. On entend le monstre penser et il pense bien. Son discours est précis, presque logique, et c'est ce qui rend la lecture si troublante, parce qu'on comprend tout. Et quand on comprend le monstre, on commence à lui ressembler un peu. Il faut dire que Thompson connaissait son sujet, fils d'un shérif texan. Il a vu de près la violence institutionnelle, celle qui se dissimule sous la loi, la morale, l'ordre. Chez lui, les criminels et les policiers appartiennent à la même famille. Ils appliquent chacun une forme de justice. Lou Ford n'est pas l'exception. C'est le produit d'une société qui préfère le silence à la honte, le paraître à la confession. Ce qui rend l'assassin qui est en moi si unique, c'est cette économie de mots, pas d'effets spéciaux, pas de lyrisme. Thompson écrit sec, tranchant, comme s'il dressait un rapport plutôt qu'un roman. Chaque phrase pèse lourd. Chaque blanc entre deux répliques est une porte entr'ouverte sur un gouffre. Il n'y a pas de description gratuite, seulement ce qu'il faut pour que le malaise prenne le reste. C'est le lecteur qui le fabrique tout seul dans sa tête. Et ce qu'on imagine dans ce livre fait plus peur que tout ce qu'on pourrait décrire. C'est une mécanique implacable, une voix calme, une cohérence interne, un récit linéaire qui semble logique jusqu'à ce que la raison se mette à boiter sans qu'on sache quand ça a commencé. On pourrait croire que Lou Ford est un psychopathe classique,
Mais Thompson ne le traite pas comme un monstre de foire. Il ne le juge pas, ne le condamne pas. Il le montre, c'est tout, et c'est bien pire. Parce qu'en le laissant parler sans filtre, il nous place en face d'une évidence. Le mal n'est pas une étrangeté. Il est une possibilité, une parmi d'autres, tapie dans chaque conscience. Dans certains passages, Lou évoque son passé, l'éducation, les humiliations, les punitions, les choses qu'on lui a apprises et qu'il n'a jamais digérées. Ce n'est pas du Freud de comptoir, non, c'est juste la texture de l'enfance qui revient par bouffées. Et ça, Thompson sait l'écrire, ses souvenirs sans pathos, juste des détails, une odeur, une phrase banale et soudain tout s'explique. Pas pour excuser, mais pour comprendre comment on passe de la douleur subie à la douleur infligée. Ce volet du roman, c'est l'interrogatoire sans flic. Le suspect parle seul et nous, on prend des notes. À la fin, on n'a pas d'aveu, mais on sait tout ce qu'il faut savoir. Et c'est presque un soulagement quand la bande s'arrête de tourner. Interrogatoire clos, le type n'a rien signé. Mais il a tout dit. Et le pire, c'est qu'il croit encore qu'on le comprendra. 1952, l'Amérique repeint sa façade. Les banlieues sortent du sol comme des champignons. Les frigos brillent, les maris sourient dans les publicités de cigarettes et les ménagères rient à la radio. Un pays persuadé d'avoir mis la peur derrière lui. Mais dans les coulisses, ça sent encore la poudre. Les hommes revenus de la guerre cachent leur tremblement derrière des poignées de main. Les femmes s'ennuient dans leur cuisine carrelée. Et la violence cherche un nouvel uniforme pour continuer d'exister. C'est dans ce décor que Jim Thompson débarque. Un fils de shérif texan, un autodidacte qui a connu la misère, la bouteille et les boulots minables avant de se mettre à écrire. Pas un dandy du roman noir, un ouvrier des mots qui tape vite et vise juste. Il publie The Killer Inside Me chez Fawcett dans la collection Gold Medal. C'est paperbacks bon marché qu'on vend dans les gares. Des livres qu'on lit en une nuit et qu'on oublie le lendemain. Sauf que celui-là, personne ne l'a vraiment oublié. Thompson met le feu à la formule du polar. Plus d'enquêteurs, plus de mystère. Le crime, ici, c'est la société tout entière, avec son vernis moral, ses hypocrisies et ses notables au sourire figé. Il montre ce que l'Amérique refuse de voir. La violence banale, celle qu'on justifie au nom du devoir, du travail, du rang social. Et il le fait sans grand discours, sans sermon. Juste une voix, un ton, une lucidité qui glace. Mais Thompson n'est pas reconnu tout de suite. À la sortie, ses livres sont lus dans les bars, pas dans les universités. La critique sérieuse le snob, le public, lui, s'en méfie. Il faut attendre les années 70 pour que des réalisateurs comme Stanley Kubrick, avec qui il collabora sur The Killing et Paths of Glory, commencent à parler de lui comme d'un auteur majeur. Et depuis, le temps lui a donné raison. Aujourd'hui, L'assassin qui est en moi figure dans la Library of America, aux côtés des grands du noir américain. 2 adaptations suivront. En 1976, Burr Kennedy filme un Lou Ford contenu. Stacy Keach en costume bien repassé. Le film passe inaperçu. Trop poli, pas assez malade. En 2010, Michael Winterbottom ose la version clinique. Casey Affleck, tout en murmure. Jessica Alba et Kate Hudson pour l'écrin. Résultat, un film glaçant, contesté, mais fidèle à l'esprit du roman. Et comme toujours avec Thompson, ceux qui s'en indignent sont ceux qu'il visait. Aujourd'hui encore, on le cite comme l'un des pères du roman noir psychologique, un type qui a compris avant tout le monde que la violence la plus effrayante est celle qu'on ne soupçonne pas. Pas besoin de mafia ni de ruelles sombres. Une petite ville, un adjoint du shérif et un sourire qui m'en suffisent. Reconstitution terminée. Une époque, un auteur, une Amérique qui voulait oublier ce qu'elle avait fait et un livre qui lui a tendu un miroir dans lequel, aujourd'hui encore, on se reconnaît un peu trop. Il y a des romans qu'on lit et d'autres qui s'infiltrent. L'assassin qui est en moi fait partie de ceux-là. Un récit qui reste dans la tête, longtemps après la dernière page. Jim Thompson ne raconte pas un fait divers. Il dresse le portrait d'un esprit fissuré, d'un homme banal,
dont la logique glisse lentement vers l'abîme. Pas de morale, pas de condamnation, juste une observation glaciale de ce qu'un esprit ordinaire peut devenir quand il s'écoute trop. Le véritable vertige du livre, c'est cette idée que la noirceur n'est pas un monstre, mais une raison dévoyée, une mécanique qui continue à tourner alors que tout le reste a cessé. Lou Ford n'est pas un démon ni un héros. C'est un homme rangé qui veut comprendre le désordre du monde. Mais en cherchant à maîtriser ce qu'il ne comprend pas, il se perd dans sa propre cohérence. Chez Thompson, le danger vient rarement de la passion. Il vient de l'ordre, de ces gens persuadés que tout doit avoir un sens, même l'inexplicable. Et c'est pour cela que le roman garde toute sa force. 70 ans plus tard, il ne sent pas la poussière. Il parle toujours d'une société qui s'efforce de sourire, qui cache ses fissures derrière les rideaux tirés. Lou Ford, c'est le visage neutre de cette façade. Poli, aimable, et pourtant prêt à céder au premier faux pas intérieur. Thompson, lui, a simplement osé soulever le voile. Ce livre ne cherche pas à troubler, il cherche à rappeler. Rappeler que chacun porte un coin d'ombre, et que la frontière entre la raison et la dérive n'est jamais bien épaisse. C'est une histoire sur le déséquilibre invisible, sur la manière dont un esprit finit par se raconter une version du monde qu'il préfère à la réalité. Et c'est cette lucidité-là, implacable, qui le rend inoubliable. On ne referme pas l'assassin qui est en moi, on le garde quelque part, comme un rappel. Pas une leçon, pas une morale, juste un écho. Il vous regarde et vous dit « Voilà ce que peut devenir la logique quand elle oublie le cœur. » Et quand la dernière phrase s'efface, il reste le souffle d'une pensée qu'on n'oublie pas. Thompson a écrit un miroir, pas une histoire. Et ce miroir, chaque époque le reflète à sa manière, dans les journaux, dans les couloirs du travail, dans les regards polis qu'on ne remarque plus. C'est un roman qui ne cherche pas le scandale. Il cherche la vérité nue, celle qu'on préfère ne pas dire à voix haute. Verdict ? Un texte sec, intense, implacable. Une plongée dans la part trouble du quotidien, celle qu'on croise tous les jours sans la reconnaître. Pas un cri, juste un murmure persistant. Et parfois, ce sont les murmures qui résonnent le plus longtemps. C'était Sam pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Parce qu'au prochain épisode, on quittera les pages pour la pellicule. Un vieux film où les souvenirs se confondent avec les mensonges, où la passion rime avec piège et où les reflets ne disent pas toujours la vérité. Je ne vous en dis pas plus, mais disons que, la prochaine fois, les ombres auront des griffes.